Ils ont dit le travail était simple. Changer les bandages, administrer les médicaments et jamais ne le regarder dans l'œil. Ils ont dit la paye pouvait effacer une vie de dette en 1 mois. Mais ils ne m'ont pas dit pourquoi les 3 dernières infirmières ont disparu sans une trace. Ils ne m'ont pas dit que mon patient n'était pas juste un homme. Il était Nikolai Vulov, le fantôme du monde souterrain de Seattle. Un homme qui voyait la pitié comme une faiblesse et l'affection comme une sentence de mort. Je suis entré dans la fosse aux lions pour sauver mon père. Mais pour survivre la nuit, je devais faire la seule chose explicitement interdite dans mon contrat. Je devais briser les règles. La pluie à Seattle ne lavait pas les choses pour... Elle rendait juste la crasse plus glissante. Clara Mitchell se tenait sous l'auvent d'une bodega en ruine à Pioneer Square, fixant l'écran de son iPhone fissuré. La notification bancaire était rouge vif. Phone insuffisant. Derrière cette notification était un message texte d'un numéro listé seulement comme inconnu. Vous avez 48 heures, Clara. Où nous prenons l'autre jambe du vieil homme, son père, Jerry, était actuellement assis dans un fauteuil roulant dans leur appartement studio, soignant un tibia cassé de la dernière fois qu'il avait manqué un paiement aux requins solitaires locaux. Il n'était pas un homme mauvais, juste un homme avec une addiction aux lumières clignotantes des machines à sous qui était plus grande que son amour pour l'autopréservation. Clara resserra sa prise sur son parapluie. Elle avait 26 ans, une infirmière diplômée avec certification de trauma de Harborview Medical Center, et elle se noyait. Harborview était un endroit prestigieux pour travailler, mais la paie ne couvrait pas les taux d'intérêt vigoureux que les requins facturaient. Elle avait besoin d'un miracle ou d'un crime. Son téléphone a vibré. Ce n'était pas les requins. C'était un numéro privé. Mademoiselle Mitchell. La voix était profonde, douce et entièrement dépourvue de chaleur. Parlant. Ceci est Silas Vane. Vous avez postulé pour la position de soins privés listée sur le forum du Dark Web. Vous avez un entretien dans 1 heure. Une voiture attend au coin de Second et Yessa. Ne soyez pas en retard. Cela est devenu mort. L'estomac de Clara s'est tordu. Elle n'avait pas postulé sur un forum du Dark Web. Elle avait chuchoté son désespoir à un ordonnateur louche à l'hôpital qui prétendait connaître des gens qui payaient en espèces pour un travail médical discret. Apparemment, la nouvelle voyageait vite dans le monde souterrain. Elle ne devrait pas y aller. Chaque instinct criait que c'était ainsi que les gens finissaient sur le côté d'une carton de lait. Mais alors elle a pensé à son père, grimaçant de douleur parce qu'il ne pouvait pas se permettre les bons analgésiques. Elle a marché jusqu'au coin. La voiture était une Mercedes G-Wagon noir mat, tournant au ralenti silencieusement. Les vitres étaient teintées si sombres, elles ressemblaient à des nappes de pétrole. La porte arrière s'est ouverte en un clic. Clara est entrée. Le chauffeur ne parlait pas. L'intérieur sentait le cuir cher et l'huile d'armes. Ils ont conduit pendant 2 heures, quittant les limites de la ville, se dirigeant profondément dans les contreforts des cascades où les arbres poussaient épais et le service cellulaire Edmonton. Ils sont arrivés à un portail qui ressemblait plus à l'entrée d'un site noir militaire qu'à une maison. Des clôtures en fer de douceté surmontées de barbelés rassoirs. Des caméras avec des yeux rouges clignotants ont pivoté pour suivre la voiture. Le portail s'est ouvert en gémissant, révélant un manoir en béton brutaliste, tentaculaire en porte-à-faux, sur une rivière impétueuse. À l'intérieur, Clara fut escortée dans un bureau qui était plus froid que la pluie dehors. Silas Vane se tenait près de la cheminée. C'était un homme fait d'angles vifs, portant un costume qui coûtait plus que les frais de scolarité de Clara pour l'école de médecine. Il n'a pas offert une main. Il a fait glisser un morceau de papier sur le bureau en acajou. « Accord de non-divulgation, dit Silou. Vous signez, vous travaillez, vous parlez, vous mourrez. C'est légalement contraignant, mais nous préférons les méthodes d'application plus anciennes. » Clara a ramassé le stylo. Sa main n'a pas tremblé. « Qui est le patient? » « Monsieur Vulov, dit Silas, observant ses yeux pour une réaction. Clara s'est figée. Tout le monde à Seattle connaissait le nom Vulov. Pas des nouvelles.
Les nouvelles étaient trop effrayées pour l'imprimer, mais des chuchotements, Nikolai Vulov, le chef de la Fulov Bratva. Ils ont dit qu'il contrôlait les ports. Ils ont dit qu'il avait nourri un rival au cochon à Snohomish. Il a été abattu il y a 3 semaines, continua Silas, indifférent à sa peur. La balle a été retirée, mais la blessure est compliquée. Le risque d'infection est élevé. Son tempérament est mauvais. La dernière infirmière est partie après 2 jours. Partie? Demanda Clara. Elle a été escortée dehors en larmes. Elle n'a pas réussi à suivre les règles. Quelles sont les règles? Salus leva 3 doigts. 1. Vous administrez les médicaments et changez les pansements à 0,80 et 20 000 heures. Pas d'exception. 2. Vous ne lui parlez pas à moins que ce ne soit une nécessité médicale. Il n'est pas votre ami. Il n'est pas votre patient. Il est votre employeur. 3. En aucun cas, vous ne le touchez sans sa permission verbale explicite à moins qu'il ne soit inconscient. Clara a regardé le contrat. Le chiffre du salaire était stupéfiant. 20 000 $ par semaine, espèce 2 semaines. Elle avait juste besoin de tenir 2 semaines et elle pourrait payer entièrement la dette de son père. Je peux gérer des patients difficiles, dit Clara, sigant son nom. Silas a souri, une torsion cruelle des lèvres. Monsieur Volkov n'est pas difficile, mademoiselle Mitchell. Il est enragé. L'aile ouest du domaine était scellée par une lourde porte en chêne qui exigeait un scan biométrique. Silas a glissé son pouce et la serrure s'est désengagée avec un lourd bruit sourd. « Vous êtes seul d'ici, dit Silas. La cuisine est approvisionnée. Votre chambre est la première à gauche. Sa suite est au bout du couloir. Il y a manqué sa dose d'antibiotiques du matin. Réparez-le. » Silas s'est retourné et est parti, la lourde porte se verrouillant derrière lui. Clara était piégée. Le couloir était sombre, éclairé seulement par des lumières encastrées au sol. L'air sentait l'antiseptique et quelque chose de métallique, le sang. C'était calme, le genre de silence qui semblait lourd, comme l'air avant d'un orage. Clara est allée à sa chambre d'abord pour déposer son sac. Elle était luxueuse mais stérile, comme une chambre d'hôtel haut de gamme. Elle a enfilé ses blouses bleu marine pratiques. Elle a attaché ses cheveux en arrière, a vérifié ses poches pour sa lampe stylo et son stéthoscope et a pris le plateau médical que Silas avait laissé sur la table du couloir. Il contenait un sac de vancomycine, un kit IV frais et des fournitures de pansement. Elle a marché jusqu'au bout du couloir. Les doubles portes de la suite principale étaient entr'ouvertes. « Monsieur Vulov » a-t-elle appelé doucement. « Je suis Clara. Je suis votre nouvelle infirmière. » Pas de réponse. Juste le son de la pluie martelant contre les fenêtres du sol au plafond. Elle a poussé la porte pour l'ouvrir. La pièce était un désastre. Une chaise était renversée. Un vase de fleurs gisait brisé sur le sol, l'eau s'imprégnant dans un tapis perçant en chair. Au centre de la pièce était un immense lit king-size, les draps emmêlés, mais le lit était vide. Clara a scanné la pièce. Monsieur Volkov. Mouvement dans le coin. Ombre se séparant d'ombre. Il était assis dans un fauteuil en cuir à haut dossier face à la fenêtre, caché dans la pénombre. Tout ce qu'elle pouvait voir était la silhouette de larges épaules et la lueur d'une cigarette. Nécessité médicale, une voix a râpé. Cela sonnait comme du gravier s'entrechoquant. Sortez. Clara s'est avancée, ses instincts d'infirmière supplantant sa peur. Fumer est strictement interdit avec les antibiotiques que vous êtes censé prendre. Cela rétrécit les vaisseaux sanguins et inhibe la guérison. La chaise a tourné violemment. Clara a haleté. Nikolai Vulov était terrifiant. Il était torse nu, son torse enveloppé de bandages sanglants qui semblaient vieux de plusieurs jours. Il était énorme, facilement 1,93 m, avec des muscles qui s'enroulaient serrés sous une peau pâle et cicatrisée. Mais c'était son visage qui la retenait. Promette haute, une mâchoire taillée dans le granit et des yeux de la couleur de la glace glaciaire, froids, bleus et brûlants de fièvre.
Une barbe naissante foncée couvrait sa mâchoire, et la sueur perlait sur son front. Il ressemblait à un ange déchu qui avait rampé hors de l'enfer et en était en colère. « Je n'ai pas demandé une leçon, » grogna Nikolai, se levant. Il a un peu vacillé. Il était sceptique. Elle pouvait le dire juste en le regardant. « J'ai demandé la solitude. »« Vous avez de la fièvre, » dit Clara, sa voix stable, malgré son cœur martelant contre ses côtes. Elle a posé le plateau sur une table d'appoint. « Et vous saignez à travers votre pansement. Si je ne nettoie pas ça, vous perdrez le tissu. Peut-être tout le bras. »« Laissez-le pourrir, » cracha-t-il. Il a tiré une bouffée de cigarette, la défiant de l'arrêter. Clara a regardé le vase brisé sur le sol. Cet homme souffrait et il s'en prenait à elle parce que c'était le seul contrôle qui lui restait. Il était habitué à être le prédateur et la blessure l'avait fait se sentir comme une proie. « Je ne vais pas le laisser pourrir, » dit Clara, s'approchant. « Asseyez-vous !» Nikolai a ri, un son sombre et humoristique. Il a fait un pas vers elle, la dominant, utilisant sa taille pour intimider. Il sentait le tabac, la sueur et la masculinité brute. « Savez-vous qui je suis, petite infirmière? Je sais que vous êtes un patient avec une fréquence cardiaque au repos de probablement 110 et une température de 103, riposta Clara, levant le menton pour le regarder dans les yeux. Et je sais que vous avez peur. » La pièce est devenue mortellement silencieuse. Les yeux de Nikolai se sont rétrécis. « Peur? Peur d'être faible? » Clara a clarifié. « Maintenant, asseyez-vous ou je vous sédate. Et je suis très bonne avec une aiguille. » Pendant une seconde, elle a pensé qu'il allait la frapper. Sa main a tressailli, la tension était un poids physique dans la pièce. Puis l'adrénaline a semblé se vider de lui. Il a trébuché, agrippant le dossier de la chaise. La fièvre gagnait. « Vous avez 5 minutes, » gronda-t-il, se laissant retomber dans le fauteuil en cuir. « Si vous me faites du mal, je vous casse les doigts. Marchez, conclut, » chuchota Clara. Elle a travaillé rapidement. Elle s'est agenouillée à côté de lui, coupant les bandages souillés. La blessure était une déchirure déchiquetée le long de son oblique et de ses côtes inférieures. Une éraflure d'une balle de gros calibre qui avait emporté un morceau de chair. Elle était en colère, rouge et suintait du puce. « Cela a besoin de points refaits, » murmura-t-elle, concentrée sur la tâche et un drain. « Juste bandez-le, » ordonna-t-il à travers des dents serrées. Clara l'a ignoré. Elle a nettoyé la blessure avec du sérum physiologique. Il a tressailli, ses muscles se transformant en pierre sous ses mains. « Respirez, » a-t-elle instruit doucement. Sans réfléchir, elle a placé sa main libre sur son genou pour le stabiliser. Règle numéro 3, ne le touchez pas. La main de Nikolai a jailli, saisissant son poignet dans une prise de fer. Sa peau était brûlante. « J'ai dit, » chuchota-t-il, son visage à quelques centimètres du sien. « Bandez-le. » Clara ne s'est pas retirée. Elle a regardé sa main sur son poignet, puis dans ses yeux. « Je ne peux pas faire mon travail si vous me combattez, Nikolai. » Utiliser son prénom était un pari. C'était une intimité qu'il n'avait pas accordée. Ses yeux se sont légèrement élargis. Surpris par son audace, il l'a fixée, la regardant vraiment pour la première fois. Il a vu les cernes sous ses yeux, le col effiloché de ses blouses, la détermination de sa mâchoire. Elle n'était pas comme les autres. Elle ne tremblait pas. Lentement, il a relâché son poignet. « Faites-le correctement, » murmura-t-il, détournant le regard vers la fenêtre. « Mais si vous traînez, vous êtes viré. » Clara a expiré une respiration qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. Elle a préparé l'aiguille. Elle l'a recousue, ses mouvements précis et doux. Elle a mis en place la ligne IV pour les antibiotiques. Quand elle a eu fini, elle a vérifié sa température. « Sondesduiden, je dois vous examiner dans 4 heures, » dit-elle, ramassant les déchets sanglants. « Ne revenez pas avant le matin, » rapa-t-il, fermant les yeux. « Je reviendrai quand le protocole le dictera, » dit Clara fermement. Elle a marché jusqu'à la porte.
Infirmière, a-t-il appelé, juste au moment où elle atteignait le seuil. Elle s'est retournée. Laissez le whisky. Il a pointé un décanteur sur l'étagère. Cela interfère avec les médicaments, dit-elle. Laissez-le. Clara a hésité. Puis elle a marché, a pris le décanteur en cristal de whisky et est sortie avec. « Hé, a-t-il rugi, essayant de se lever. « Hydratez-vous avec de l'eau, monsieur Vulov, a-t-elle crié en retour, claquant la lourde porte en chêne et la verrouillant de l'extérieur. Elle s'est appuyée contre le mur du couloir, ses jambes cédant enfin au tremblement. Elle a glissé au sol, serrant la bouteille de whisky cher contre sa poitrine. Elle avait survécu à la première heure, et elle venait de voler de l'alcool à l'aube d'une mafia. À l'intérieur de la pièce, Nikolai Vulov a fixé la porte fermée. La douleur à son côté était une pulsation sourde maintenant, meilleure que l'agonie aiguë d'avant. Il a regardé son côté bandé. C'était net. Professionnel, a-t-il gloussé, un son sec et rouillé. Elle a volé mon scotch, a-t-il chuchoté à la pièce vide. Pour la première fois en 3 semaines, il n'a pas ressenti le besoin de mettre une balle dans quelqu'un. Il a ressenti autre chose. Curiosité. Mais la curiosité était dangereuse pour elle, parce que Nikolai savait quelque chose que Clara ne savait pas. La balle qui l'a touchée ne venait pas d'un ennemi. Elle venait d'un traître à l'intérieur de cette même maison. Et en passant cette porte, Clara Mitchell venait de se placer directement dans le collimateur. Le lendemain matin, le ciel était de la couleur d'une prune meurtrie. La tempête n'avait pas éclaté. Elle s'était juste installée en une bruine maussade et lourde. Clara n'avait pas dormi. Elle avait passé la nuit dans la chambre d'amis, fixant le plafond, écoutant le bourdonnement du système de sécurité high-tech et les battements de son propre cœur. À 0h60, son téléphone avait vibré. « Mick, 36 heures. J'espère que ton père aime marcher car il ne fera pas beaucoup après-demain. » Elle avait supprimé le message, s'était lavé le visage à l'eau froide et avait remis son armure. Les blouses bleu marine, la queue de cheval serrée, le masque professionnel. À dire 7h55, elle se tenait devant les portes en chaîne. Entrée. La voix de Nikolai est venue par l'interphone. Elle était plus forte que la veille, mais toujours teintée de douleur. Clara a glissé sa carte clé. La pièce était plus propre que lorsqu'elle l'avait laissée. Quelqu'un, probablement le personnel silencieux qui se déplaçait dans la maison comme des fantômes, avait nettoyé le tapis et retiré le vase brisé. Nikolai était dans le lit, calé contre une montagne d'oreillers. Il portait un t-shirt noir qui collait à sa poitrine, son bras bandé reposant sur un oreiller. Il travaillait. Un ordinateur portable était ouvert sur ses genoux et il tapait avec sa bonne main, ses yeux scannant un flux de données qui ressemblait à des manifestes d'expédition. « Vous êtes en retard, » dit-il sans lever les yeux. « Il est exactement 0h80, compta Clara, posant le plateau. Petit déjeuner, flocons d'avoine, fruits, café noir et vos médicaments. » Nikolai a fermé l'ordinateur portable. Il a regardé les flocons d'avoine avec un dédain profond. « Je ne mange pas de la boue. Vous avez besoin d'aliments mous. Votre corps combat une infection. La digestion prend une énergie que vous n'avez pas. » Clara a pris le bol. « Mangez. »« Non, monsieur Vulov. » Nikolai, corrigea-t-il, ses yeux se posant enfin sur les siens. Ils étaient plus clairs aujourd'hui, la fièvre ayant un peu baissé, ce qui ne faisait que rendre son regard plus perçant. « Si vous allez me harceler comme une femme, utilisez mon nom. » Clara a senti une rougeur monter à son cou, mais elle l'a ignorée. Nikolai mangeait ses putains de flocons d'avoine. Il a souri. Cela a complètement changé son visage, le transformant d'un monstre en quelque chose de dangereusement charmant. Vous êtes très courageuse pour quelqu'un de si petit. Silas me dit que vous avez des dettes. Clara s'est figée. La cuillère a plané à mi-chemin du bol. Silas a fait une vérification d'antécédents, dit Nikolai nonchalamment, rouvrant son ordinateur portable. Clara Mitchell, diplômée en tête de sa classe, virée de St. Mary's pour insubordination.
Vous vous êtes disputé avec un chirurgien senior qui a fait une erreur. Père Jeremiah Mitchell, joueur, débiteur, devant actuellement 50 000 $ au syndicat Tally. Clara Hara a posé le bol lentement. Ses mains tremblaient. Est-ce pour ça que vous m'avez embauché? Parce que vous saviez que je ne pouvais pas dire non. Je vous ai embauché parce que vous étiez la seule suffisamment désespérée pour venir ici qui n'était pas un assassin, dit Nicolas. Mais sachez ceci, Clara Hara, les alliés sont des parasites. Si vous faites votre travail, je m'en occuperai. Je n'ai pas besoin que vous gériez mes problèmes. Clara Hara a claqué, sa fierté piquée. J'ai besoin de faire mon travail pour être payé et les gérer moi-même. Tais-tu, murmura Nikolai. Il a attrapé le café, ignorant la nourriture. J'aime les têtus. Cela signifie que vous ne craquerez pas quand les choses deviendront bruyantes. Bruyant? Mes ennemis savent que je suis blessé. Ils encerclent. Ce portail dehors n'est pas juste pour le spectacle. Alors concentrez-vous sur vos soins infirmiers. Si les balles commencent à voler, restez à terre. Clara Hara l'a fixé. C'était de la folie. Elle se disputait à propos de flocons d'avoine avec un homme qui discutait d'une guerre de gang imminente, comme s'il s'agissait des prévisions météorologiques. Si vous voulez survivre à une fusillade, dit Clara Hara, repoussant le bol vers lui, vous avez besoin de votre force. Mangez. Nikolai l'a fixé pendant 5 longues secondes. L'air crépitait. C'était un combat de volonté pur et simple. Il testait ses limites, voyant si elle allait se recroqueviller. Elle ne l'a pas fait. Finalement, Nikolai a laissé échapper un soupir d'agacement, a attrapé la cuillère et a pris une bouchée. Ça a le goût de carton humide, c'est plein de fibres. Bon pour vous. Il a mangé la moitié du bol, l'observant tout le temps. Quand il a eu fini, il a tendu son bras pour la perfusion fraîche. « Vous avez un toucher léger », a-t-il commenté alors qu'elle glissait l'aiguille. « J'ai eu beaucoup de pratique sur les veines gériatriques. »« Elles roulent. »« Mes veines ne roulent pas, » dit-il, sa voix baissant d'une octave. « Elles se battent. » Clara Hara a scotché la ligne. Elle était près de lui maintenant, sentant le savon qu'il utilisait. Bois de santal et acier. Il n'était plus fiévreux, il était juste chaud. « Je dois vérifier la blessure, » dit-elle, se reculant. Elle a soulevé sa chemise. La rougeur avait diminué, mais les ecchymoses étaient spectaculaires. Une toile de violet et de noir s'étendant sur ses côtes. Alors qu'elle palpait la zone doucement, Nikolai a sifflé. « Désolé, » a-t-elle chuchoté. « Ne vous excusez pas, » a-t-il grommelé. La douleur est information. C'est une vision du monde très sombre. C'est la vision du monde d'un survivant. Il a baissé les yeux sur le dessus de sa tête. « Pourquoi n'avez-vous pas couru quand vous avez vu que c'était moi? » Clara Hara a fini le pansement et s'est levée. « Parce que mon père n'a pas la vision du monde d'un survivant. Il a juste de la malchance. Et je suis la seule qui puisse le sauver. » Nikolai l'a étudié. Loyauté. Rare. Stupidity mostly. This phrase has no direct, natural French equivalent while maintaining, mostly, I will keep it as stupidité surtout. Stupidité surtout. Clara Hara a soupiré. Elle a ramassé ses affaires. Je reviendrai à midi. Clara Hara, dit-il. Elle a marqué une pause à la porte. Le whisky. Il a dit, ramenez-le. Non, je suis le patron et je suis l'infirmière. Et tant que cette infection n'est pas partie, je vous dépasse en grade. Elle est sortie. Alors que la porte se refermait en un clic, elle a entendu un rire bas et authentique de l'autre côté. C'était le son le plus terrifiant qu'elle ait entendu jusqu'à présent, parce que cela la faisait l'aimer, et aimer Nikolai Voulov était une erreur fatale. Le 3e jour, la routine s'était installée dans un rythme étrange et tendu. Les médicaments, les changements de pansement, les disputes sur la nourriture, les regards persistants qui duraient une seconde de trop. Mais en dehors du sanctuaire de l'aile ouest, l'atmosphère dans la maison changeait. Silus était plus tendu, plus agité. Des gardes de sécurité avec des fusils d'assaut patrouillaient les couloirs maintenant, pas seulement le périmètre. La maison ressemblait à une forteresse assiégée.
Il était 2 heures du matin ce jeudi lorsque Clara Hara s'est réveillée. Elle n'avait pas bien dormi. Le lit était trop mou, le silence trop profond. Elle avait soif. Elle a glissé hors de sa chambre pieds nus, ne portant qu'un T-shirt surdimensionné et un short de pyjama. Elle a marché doucement dans le couloir vers la cuisine. Alors qu'elle passait la bibliothèque, une pièce que Silas utilisait comme centre de commandement. Elle a entendu des voix. Ça doit être cette nuit. Clara Hara s'est figée. La voix n'était pas celle de Silas. Elle était plus aiguë, plus prête. Elle s'est pressée contre le mur, retenant son souffle. Le patron est faible, et continuait la voix. L'infirmière le distrait. Les capteurs du jardin est sont en boucle. Vous avez une fenêtre de 10 minutes. Le sang de Clara Hara a tourné 2 fois. Traître. Et la fille a demandé une deuxième fois. Tu es là aussi. Pas de témoin. Les hommages veulent que le message soit envoyé haut et clair. Clara Hara a mis une main sur sa bouche pour étouffer un allaitement. Les O'Malley, les mêmes personnes détenant la dette de son père, orchestraient un coup sur Nikolai, et elle était un dommage collatéral. Elle a entendu des pas s'approcher de la porte. La panique a monté. Si elle courait à sa chambre, il pourrait la voir. Elle a couru dans l'autre sens vers l'aile ouest. Elle n'avait pas sa carte clé. Elle l'avait laissée sur sa table de chevet. Elle a atteint la lourde porte en chêne verrouillée. Merde, a-t-elle chuchoté, des larmes lui piquant les yeux. Elle a regardé en arrière. La poignée de la porte de la bibliothèque tournait. Elle a fait la seule chose à laquelle elle pouvait penser. Elle a frappé du poing sur le bois. Nikolai. Nikolai. Derrière elle, la porte de la bibliothèque s'est ouverte. Un homme est sorti, Arthur, le chef du détail de sécurité de nuit. Il l'a vu. Sa main est allée vers le pistolet à sa hanche. « Mademoiselle Mitchell, » a dit Arthur, sa voix douce et mortelle, « vous devriez être au lit. » « J'ai entendu un bruit, » a bégayé Clara Hara, reculant contre la porte. « J'ai besoin de vérifier le patient. »« Le patient va bien, » a dit Arthur, marchant lentement vers elle. « Mais vous semblez détressé. Pourquoi ne venez-vous pas avec moi? » Il a tiré le pistolet. Un silencieux était attaché. Clara Hara a fermé les yeux. « Je suis désolé, papa. » Clic. Bip. La porte derrière elle s'est ouverte en sifflant. Une main a jailli, grande, cicatrisée, et incroyablement rapide. Elle a attrapé Clara Hara par l'arrière de sa chemise et l'a tirée en arrière dans l'obscurité de la chambre. Clara Hara a trébuché, tombant sur le sol dur. Nikolai se tenait dans l'embrasure de la porte, ne portant qu'un pantalon de survêtement gris. Dans sa main était un Sig-Sauer P226. Arthur s'est figé. « Patron, j'étais juste flip. » 2 coups ont envoyé une masse. Arthur est tombé au sol sans un bruit, les yeux écarquillés de choc. Nikolai a appuyé sur un bouton au mur et la lourde porte s'est fermée en claquant et s'est verrouillée avec une série de cliquetis métalliques qui sonnaient comme un plafond de coffre-fort. Il s'est tourné vers Clara Hara. Il n'était pas le voyou charmant du matin. Il était le diable. Ses yeux étaient noirs, sa respiration lourde. L'effort avait déchiré ses poings. Du sang frais fleurissait sur le bandage blanc autour de ses côtes. « Debout !» ordonna-t-il. Clara Hara s'est levée en catastrophe, tremblant si fort que ses dents claquaient. Il y allait. Il était la fuite, dit Nikolai calmement, engageant la sécurité de son pistolet. Je le suspectais. J'avais juste besoin qu'il fasse un mouvement. Il l'a regardé, son regard balayant sa forme tremblante, ses jambes nues, la terreur dans ses yeux. Il s'est approché. « Êtes-vous blessé? »« Non, » a-t-elle couiné. « Bien. » Il a grimacé, saisissant son côté. Il a vacillé. Nikolai. Clara Hara s'est précipitée en avant, le rattrapant alors qu'il s'effondrait. Il était lourd, un poids mort, mais elle a réussi à le guider jusqu'au bord du lit. « Vous l'avez rouvert » a-t-elle crié, regardant le sang qui imbibait sa ceinture. « Espèce d'idiot. Vous avez tiré sur un homme et déchiré vos poings. Il allait vous tuer. » Nikolai a grogné,
appuyant sa tête contre la tête de Lee. « Je n'aime pas que les gens touchent mes affaires. » Clara a marqué une pause, ses mains planant au-dessus des bandages. « Vos affaires, mon infirmière, a-t-il corrigé, mais la correction manquait de conviction. Il l'a regardé alors, l'a vraiment regardé. L'adrénaline s'est estompée, laissant une tension électrique brute dans la pièce. Ils étaient seuls. Un corps était dans le couloir, la tempête faisait rage dehors. « Clara, a-t-il chuchoté. « J'ai besoin de chercher le kit de suturer, dit-elle, sa voix tremblante. « Attendez. » Il a tendu la main, sa main enveloppant sa joue. Son pouce a effleuré sa lèvre inférieure. Sa peau était rugueuse, cailleuse, mais son toucher était étonnamment doux. Règle numéro 3, ne le touchez pas. Mais il la touchait. Vous les avez entendus, dit-il doucement. Vous les avez entendus parler des eaux mâles. Oui, a-t-elle chuchoté. Ils ont dit que les capteurs sont en boucle. Ils ont dit qu'ils viennent cette nuit. Les yeux de Nikolai se sont durcis. Il a retiré sa main. Le moment d'intimité brisé par la réalité de la guerre. Alors nous n'avons pas le temps pour les points, dit-il, se levant, ignorant la douleur. Il s'est dirigé vers un panneau caché dans le mur, tapant un code. Il s'est ouvert pour révéler un râtelier d'armes et de moniteurs. Silus a-t-il aboyé dans une radio. Code rouge. La brèche est interne. Arthur est à terre. Le secteur 4 est compromis. Réveillez les garçons. Il s'est tourné vers Clara. Il a attrapé un gilet pare-balles en Kevlar du râtelier et le lui a jeté. « Mettez ça. Et vous? »« Je n'ai pas besoin d'un gilet, dit-il, armant la glissière d'un fusil de chasse. J'ai de la rage. Nikolai, vous ne pouvez pas vous battre. » Clara a crié, lui attrapant le bras. « Vous vous videz de votre sang. » Il a baissé les yeux sur sa main sur son bras. Il ne l'a pas retiré. Il a couvert sa main de la sienne. « Clara, dit-il, sa voix basse et intense, je ne suis pas un patient. Cette nuit, je suis la raison pour laquelle ils ont peur du noir. Maintenant, restez près de moi. Si vous voyez quelqu'un qui n'est ni moi ni Silas, vous criez. » Les lumières de la maison se sont soudainement éteintes. La pièce a plongé dans l'obscurité totale. « Ils sont là, » chuchota Nikolai. Il a attrapé sa main, entrelaçant leurs doigts. « Courez !» Le couloir était un tunnel d'obscurité suffocante. La seule lumière venait de l'éclair occasionnel, déchirant le ciel à l'extérieur des fenêtres du sol au plafond, illuminant la pluie qui fouettait le verre comme des éclats de boue. Nikolai s'est déplacé avec un silence qui n'aurait pas dû être possible pour un homme de sa taille, encore moins un qui saignait par le côté. Il tenait le fusil de chasse à niveau, guidant Clara avec une main ferme sur le dos de son gilet en Kevlar. « Restez derrière moi, a-t-il soufflé. Si je tombe, vous prenez le pistolet. »« Je ne sais pas tirer. » Clara est sifflé, son cœur martelant contre ses côtes comme un oiseau piégé. « Pointez et tirez. C'est un fusil de chasse. Vous n'avez pas besoin de viser, vous avez juste besoin de le vouloir. » Ils ont atteint le haut du grand escalier. En bas du foyer était une danse chaotique de faisceaux de lampes de poche coupant l'obscurité. Des voix criaient des ordres en anglais rude et saccadé. « Dégagez le rez-de-chaussée, trouvez le patron, trouvez la fille. »« Ils sont à l'intérieur, » chuchota Clara, la terreur lui saisissant la gorge. « Pas pour longtemps, » répondit Nikolai. Il ne recula pas. Il avança. Il sortit sur le palier, silhouetté par un éclair ressemblant à un dieu vengeur. « Messieurs !» rugit Nikolai, sa voix tonitruante, résonnant sur les murs de marbre. « Vous semblez vous être perdus. » 3 faisceaux de lumière se sont levés vers lui. Boum! Le fusil de chasse a rugi. Le mercenaire en tête en bas des escaliers a volé en arrière. Sa lampe de poche tourbillonnante sur le sol. Le chaos a éclaté. Des coups de feu ont éclaté d'en bas. Des balles ébréchant la balustrade en pierre près de la tête de Clara. Elle a crié, tombant à genoux et couvrant sa tête. « Bougez !» Nikolai l'a attrapé,
l'attirant vers le couloir de l'aile est. Il la tirait à nouveau, à l'aveuglette, gardant les têtes baissées pendant qu'il la traînait dans l'ombre. Il était plus lent maintenant. Elle pouvait entendre le hoquet humide dans sa respiration. Le tribut physique le rattrapait. « Cuisine », a-t-il grommelé. « Ascenseur de service vers le garage. » Ils ont couru. Clara pouvait entendre des bottes martelant les escaliers derrière eux. Ils étaient chassés. Ils ont fait éruption dans la cuisine industrielle. Des comptoirs en acier inoxydable brillaient au clair de lune. Nikolai a claqué la porte et a poussé une lourde table de préparation devant. « Ça ne les retiendra pas », dit Clara, scannant la pièce pour une arme. Elle a attrapé une lourde poêle en fonte. Cela semblait ridicule, mais c'était tout ce qu'elle avait. Ça n'a pas à le faire, allaita Nikolai. Il s'est appuyé lourdement contre le réfrigérateur, glissant jusqu'à ce qu'il soit assis sur le sol. Le sang sur son côté n'était plus une tache. C'était un flux régulier. Nikolai. Clara a laissé tomber la poêle et est tombée à genoux à côté de lui. Elle a pressé ses mains sur la blessure, appliquant une pression. « Vous perdez trop de sang. Nous devons arrêter de bouger. »« Si nous arrêtons, nous mourrons, » murmura-t-il, ses yeux se fermant. Le code de l'ascenseur, 1984. Nikolai, restez avec moi. La porte de la cuisine a tremblé alors que quelqu'un la cognait de l'autre côté. Puis un coup de feu a fait sauter la serrure. La porte s'est ouverte. 2 hommes sont entrés. Équipement tactique, lunettes de vision nocturne. Ils ont vu Nikolai au sol. « Cible acquise », dit le premier, levant son fusil. Clara n'a pas réfléchi. Elle n'a pas calculé. Elle a réagi. Elle a attrapé la poêle en fonte qu'elle avait laissée tomber, a poussé un cri de rage purement primitive et s'est lancée sur l'homme. C'était fou. C'était suicidaire, mais le mercenaire s'attendait à une civile apeurée, pas à une banshee avec des ustensiles de cuisine. Il a hésité pendant une fraction de seconde. Clung, Clara a balancé la poêle avec chaque once de désespoir dans son corps, la connectant avec le côté de son casque. Cela ne l'a pas assommé, mais ça l'a fait chanceler. Il a trébuché en arrière, son fusil tirant à l'aveuglette dans le plafond. Le second homme a tourné son arme vers Clara. Bang! Bang! 2 coups nets ont retenti du sol. Le second homme est tombé, un trou dans le front. Nikolai était toujours assis contre le frigo, le pistolet fumant dans sa main aussi stable qu'un rocher malgré son teint gris. Il a ajusté sa visée sur le premier homme, qui secouait la tête, essayant de se remettre du coup de Clara. Bang! 3 corps dans la cuisine. Le silence est revenu, lourd et retentissant. Clara se tenait là, la poitrine haletante, serrant la poêle si fort que ses phalanges étaient blanches. Elle a regardé les hommes morts. Elle a regardé Nikolai. « Vous » a sifflé Nikolai, un sourire sanglant tirant le coin de sa bouche, « est un lunatique. »« Je suis une infirmière » a-t-elle sangloté, l'adrénaline s'écroulant. « Je suis censé sauver des vies. »« Vous venez de sauver la mienne » dit-il. Soudainement, les lumières ont clignoté et se sont rallumées. La cuisine a été inondée d'une lumière fluorescente crue. L'ascenseur de service a sonné. Clara s'est retournée, levant la poêle à nouveau. Les portes se sont ouvertes, révélant Silus et 4 hommes qui semblaient sculptés dans le granit. Ils étaient lourdement armés. « Patron !» Silas s'est précipité en avant, son visage pâle. « Nous avons dégagé le périmètre. » Le reste d'entre eux s'est dispersé quand les lumières se sont rallumées. Silas a regardé le carnage dans la cuisine. Il a regardé le mercenaire mort avec le casque bosselé, puis Clara tenant la poêle à frire. « Avez-vous? » Silas a commencé. « Ne demandez pas, » gémit Nikolai, essayant de se lever et échouant. Son pistolet a claqué sur le sol, ses yeux ont roulé en arrière dans sa tête. « Nikolai. » Clara a laissé tomber la poêle et l'a rattrapé avant qu'il ne touche les carreaux. « Amenez-le à l'infirmerie. Maintenant, il est en état de choc hypervolémique. L'infirmerie au sous-sol était mieux équipée que la plupart des hôpitaux ruraux. Elle avait un champ stérile, un ventilateur et une pharmacie entièrement approvisionnée.
Pendant l'heure suivante, Clara Hara n'était pas une otage, et elle n'était pas la fille d'un débiteur. Elle était l'infirmière en chef, Silus. Coupez sa chemise. Vous me donnez 2 unités de O négatif du réfrigérateur. Bougez. Les hommes, des tueurs terrifiants qui pouvaient briser des coups d'une main, se sont empressés d'obéir à ses ordres. Clara Hara a travaillé avec une précision terrifiante. Elle a intubé Nikolai pour l'aider à respirer. Elle a mis en place un perfuseur rapide pour le sang. Elle a nettoyé la blessure, qui était un désordre de muscles déchirés et d'infection. Il a besoin d'une intervention chirurgicale, a-t-elle annoncé, ses gants glissantes de sang. La balle d'il y a des semaines s'est fragmentée. Il y a un morceau qui appuie sur une artère. Chaque fois qu'il bouge, ça le coupe. Pouvez-vous le faire? A demandé Silus de l'autre côté de la table d'opération. Je suis une infirmière de traumatologie, pas un chirurgien, a dit Clara Hara, sa voix tremblant légèrement. Mais si nous attendons qu'un chirurgien arrive ici, il sera mort. Alors faites-le, dit Silas. Nous vous faisons confiance. Clara Hara a pris une profonde inspiration. Elle a pris le scalpel. Pendant 40 minutes, le seul son dans la pièce était le bip rythmique du moniteur cardiaque et le cliquetis des ciseaux. Clara Hara a creusé dans la chair de l'homme le plus dangereux de Seattle. Elle a trouvé le fragment, un éclat de plomb déchiqueté de la taille d'un ongle, et l'a retiré. Je l'ai. Elle a expiré, le laissant tomber dans un plateau métallique avec un cliquetis. Elle a suturé l'artère, elle a fermé le muscle, elle a agrafé la peau. La tension artérielle se stabilise, a-t-elle noté, regardant le moniteur. Il va s'en sortir. Elle a enlevé ses gants et s'est affalée contre le comptoir, ses jambes cédant finalement. Silas l'a attrapée par le coude, la stabilisant. « Vous avez bien fait, » dit Silas. C'était la première fois qu'il lui parlait avec un respect sincère. « Va-t-il aller bien? » a-t-elle demandé, regardant la forme pâle et inconsciente de Nicolas. « C'est un Voulov. Il est trop têtu pour mourir, » dit Silas. Il a tiré une chaise. « Asseyez-vous. Buvez de l'eau. » Clara Hara s'est assise, sirotant l'eau, regardant la montée et la descente de la poitrine de Nikolai. L'adrénaline était partie, ne laissant qu'une douleur creuse. « Silus, » a-t-elle dit doucement. « Qui était-il? » Silus s'est appuyé contre le comptoir, croisant les bras. Son visage était sombre. Des mercenaires engagés par le syndicat Ali, mais ils avaient une aide interne. Arthur les a laissés entrer. « Pourquoi maintenant? » a demandé Clara Hara. « Pourquoi ce soir? » Silas a hésité. Il a fouillé dans sa poche et a sorti un téléphone portable. Il avait un écran fissuré. « C'était le téléphone d'Arthur, » dit Silas. « Nous l'avons déverrouillé. » Il a tapé sur l'écran et l'a tendu à Clara Hara. Il y avait une chaîne de SMS. « Inconnu. La fille est à l'intérieur. » Arthur a confirmé. « C'est l'infirmière. Inconnue. » « Bien. Son père a couiné. Nous a dit exactement où elle était allée. Utilisez-la pour vous approcher de Voulov, puis tuez-les tous les deux. La dette est annulée si elle ouvre la porte. » Clara Hara a fixé l'écran. Les mots se sont brouillés. Son père a couiné. « Non, » a-t-elle chuchoté. « Non, ce n'est pas possible. Mon père, il ne ferait pas ça. » Les joueurs deviennent désespérés. « Clara Hara, » dit Silas doucement, reprenant le téléphone. Les alliés ont probablement menacé de le tuer s'il ne leur disait pas où vous étiez. Il a échangé votre emplacement contre sa vie. Clara Hara a eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Elle était entrée dans la fosse aux lions pour sauver son père. Elle avait repoussé des tueurs, recousu un chef de la mafia et failli mourir. Tout ça pour payer une dette pour un homme qui l'avait vendu. Elle s'est levée, la nausée la submergeant. « J'ai besoin d'air. »« Clara, vous ne pouvez pas sortir. J'ai juste besoin d'être loin d'ici, » a-t-elle crié, les larmes débordant enfin. Elle a couru hors de l'infirmerie et monté les escaliers et est entrée dans le salon principal. La tempête était passée. La lune était sortie, brillant à travers les trous de balles dans les fenêtres.
Elle s'est recroquevillée sur l'un des canapés blancs immaculés et a pleuré. Elle a pleuré la trahison de son père, le sang sur ses mains, la réalisation terrifiante qu'elle était plus en sécurité avec un impitoyable chef de la mafia qu'avec sa propre famille. Elle ne l'a pas entendu approcher. Elle a seulement réalisé qu'il était là quand une lourde couverture a été drapée sur ses épaules. Elle a levé les yeux. Nikolai se tenait là. Il vacillait légèrement, s'appuyant sur une potence de perfusion qu'il avait traînée dans les escaliers. Il était pâle comme un drap, portant un nouveau pantalon de survêtement et sans chemise, les pansements frais d'un blanc éclatant contre sa peau. « Vous devriez être au lit », a hoqueté Clara, essuyant ses yeux. « Vous aussi », a-t-il râpé. Il s'est assis à côté d'elle sur le canapé. Il n'a rien dit pendant longtemps. Il est juste resté là, sa présence un encre solide et chaleureuse. « Salis m'a dit », a dit Nikolai finalement. « Je suis désolé », a chuchoté Clara. « C'est ma faute. Ils sont venus à cause de moi. Ils sont venus parce qu'ils veulent mon territoire, » et corrigé Nikolai fermement. « Votre père n'était qu'un outil qu'ils ont utilisé. Ne vous attribuez pas le mérite de la malice des hommes mauvais. Il m'a vendu, Nikolai. Mon propre papa. » Nikolai a tourné la tête pour la regarder. Ses yeux bleus étaient sombres, insondables. La famille comme une lignée, Clara. La loyauté est un choix. Votre père a fait son choix. Il a tendu la main, prenant la sienne. Sa prise était faible, mais possessive. « Vous m'avez sauvé la vie 2 fois ce soir, dit-il. Selon les lois de mon peuple, je vous dois maintenant une dette de vie. » « Je ne veux pas de dette, dit Clara. Je veux juste rentrer à la maison, mais je n'ai plus de maison. » « Non, dit Nikolai. Vous n'en avez pas. » Il lui a serré la main. « Les O'Mal savent qui vous êtes maintenant. Si vous quittez cette maison, vous êtes morte. Si vous retournez chez votre père, vous êtes morte. » Clara l'a regardé, la peur revenant. « Alors, je suis prisonnière. »« Non, dit Nikolai. » Il a levé sa main, l'apportant à ses lèvres. Il a embrassé ses phalanges, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Vous êtes sous ma protection, et demain nous allons rendre visite à Monsieur Ali. Et votre père. Vous ne pouvez pas marcher, » a argumenté faiblement Clara, bien que son cœur battait la chamade à la sensation de ses lèvres sur sa peau. « Je n'ai pas besoin de marcher, » a dit Nikolai, un sourire froid et impitoyable se répandant sur son visage. « J'ai une armée et j'ai une infirmière très en colère. » 48 heures plus tard, les analgésiques s'estompaient et Nikolai Voulov était de mauvaise humeur. Il se tenait devant le miroir pleine longueur dans son dressing. Le costume italien sur mesure cachait la majeure partie des bandages autour de ses côtes, mais il ne pouvait pas cacher la raideur de ses mouvements ou la pâleur dangereuse de sa peau. Clara se tenait derrière lui, les bras croisés, portant une robe noire que Silas avait procurée pour elle. Elle était simple, élégante et bien éloignée des blouses qu'elle portait à son arrivée. « Vos poings sautent, » dit-elle platement. « Je peux vous voir grimacer dans le reflet. »« La douleur est entièrement psychologique, » mentit Nikolai, ajustant ses manchettes. Il se tourna pour lui faire face. L'intensité de son regard n'avait pas diminué, mais la distance glaciale avait disparu. Elle avait été remplacée par une chaleur possessive qui coupa le souffle de Clara. « Êtes-vous prête à vous regarder commettre un meurtre? »« Pas particulièrement. »« À regarder la justice être rendue, » corrigea-t-il. Il marcha vers elle, envahissant son espace jusqu'à ce qu'elle doive incliner la tête en arrière pour le regarder. Il sortit de la poche de sa veste une petite boîte en velours. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une bague en platine avec un diamant solitaire si grand qu'il semblait lourd. Clara le fixa. « Qu'est-ce que c'est, un mensonge? » dit Nikolai. Il le retira de la boîte et prit sa main gauche. « Ali ne respecte que 2 choses, la violence et la propriété. Si vous entrez là-bas en tant que mon infirmière, il voit une faiblesse. Si vous entrez là-bas en tant que ma fiancée, il voit une alliance. » Il glissa la bague à son doigt. Elle lui allait parfaitement. Elle était froide et lourde, une entrave et un bouclier tout à la fois.
C'est juste pour le spectacle, chuchota-t-elle, son cœur martelant contre ses côtes. Nikolai ne répondit pas. Il passa juste son pouce sur le diamant, puis lui offrit son bras. Allons-nous, ma chère. La motorcade consistait en 4 SUV noirs. Ils ne se sont pas dirigés vers le centre-ville étincelant. Ils se sont dirigés vers les docks industriels où l'air sentait les fumées de diesel, le bois pourri et les secrets. Ils se sont arrêtés devant un entrepôt en tôle ondulée entouré de conteneurs d'expédition rouillés. Silas et 6 de ses hommes sont sortis les premiers, sécurisant le périmètre avec des fusils d'assaut tenus lâchement à leur côté. Silas a ouvert la porte pour Nikolai et Clara. Ils sont à l'intérieur, a confirmé Silas. O'Malley a amené 4 gars. Votre père est désarmé. Nikolai a hoché la tête. Il a pris la main de Clara, sa main de bague, et l'a menée vers l'entrée de l'entrepôt. À l'intérieur, l'espace était caverneux et faiblement éclairé par des lumières de sodium vacillantes. Au centre du sol en béton se tenait Declan O'Malley, un homme trapu en costume bon marché, avec un visage comme de la pâte froissée. Derrière lui, recroquevillé près d'une pile de palettes en bois, était assis Jerry Mitchell sur une chaise pliante. Il semblait plus petit que Clara ne s'en souvenait, pathétique et tremblant. Quand ils sont entrés, Ali a bombé le torse. « Vous, Love, j'ai entendu dire que vous étiez mort. J'étais sur le point de faire sauter une bouteille pour célébrer. » L'éjaculation précoce semble être un problème récurrent pour vous, Declan, dit Nikolai doucement, sa voix résonnant dans le vaste espace. Il n'a pas arrêté de marcher jusqu'à ce qu'il soit à 3 mètres. Il a gardé Clara serrée contre son flanc. Les yeux d'O'Malley ont glissé vers Clara, puis vers la bague massive à son doigt. Son sourire a flanché. « Qu'est-ce qu'il y a avec la femme? Je pensais que vous étiez ici pour payer la dette de son vieil homme. »« La dette est annulée, dit Nikolai. Ce n'est pas comme ça que les affaires marchent, vous, Love. C'est quand le créancier essaie de m'assassiner dans ma propre maison. » La voix de Nikolai est tombée à ce chuchotement grinçant terrifiant. « Vous avez rompu la paix, Declan. Vous avez engagé des amateurs et vous avez utilisé un rat pour le faire. » Nikolai a fait un geste de sa main libre. Silas s'est avancé, traînant Jerry Mitchell par le col de sa veste déchirée et le jetant sur le béton aux pieds de Clara. Jerry a levé les yeux, ses yeux larmoyants d'alcool et de peur. « Clara, ma petite, tu dois m'aider. Dis-lui que je t'aime. » Clara a baissé les yeux sur l'homme qui l'avait élevé, l'homme qui lui avait appris à faire du vélo, l'homme qui avait échangé sa vie contre 50 000 $ pour couvrir un déficit au blackjack. Elle a ressenti une profonde tristesse lancinante. Mais sous cela, quelque chose de plus dur se formait, comme de l'acier qui se trempe dans le feu. « Vous aimez plus les tables, papa, » dit Clara, sa voix dénuée d'émotion. « Non, Clara, écoute, ils m'ont menacé. Ils ont dit qu'ils me casseraient les jambes. » Jerry a sangloté, rampant vers ses pieds. « Alors, vous les avez laissés essayer de me mettre une balle dans la tête à la place? » Clara a reculé, le dégoût se levant dans son estomac. « Je suis entré dans cette maison pour vous sauver. J'ai failli mourir pour vous, et vous m'avez vendu. » Elle a levé les yeux vers Nikolai. « J'en ai fini avec lui. » Nikolai a hoché la tête lentement. Il a regardé Ali. « Vous vouliez 50 000 $ pour la dette Mitchell. » « Voici ma contre-offre. » Nikolai a levé sa main droite. Il tenait un briquet plaqué or. Il l'a ouvert d'un coup. Silas et ses hommes ont levé leurs fusils simultanément. Le clac, clac, clac métallique des sécurités. Le désengagement a rempli l'entrepôt. Les hommes d'O'Malley ont cherché leur ceinture, mais ils étaient trop lents. Ils étaient en infériorité numérique de 3 contre 1. « Attendez, vous, Love, attendez! Nous pouvons parler affaires. » Ali a bégayé, levant les mains. « Nous venons de le faire, » dit Nikolai. Il a laissé tomber le briquet allumé sur une traînée de liquide sur le sol que Clara n'avait pas remarqué auparavant. Accélérant, un mur de feu a jailli entre l'équipe de Nikolai et les alliés.
Allons-y, Titi, dit Nikolai, tournant le dos aux flammes et aux hommes qui criaient. Ils sont sortis de l'entrepôt alors que l'alarme incendie commençait à hurler. Silas et les hommes sont restés derrière pour s'assurer que la négociation se concluait de manière permanente. Dehors, l'air marin semblait plus pur, même mêlé à la fumée. Nikolai s'est appuyé lourdement contre le SUV, son visage gris de douleur. L'adrénaline était partie. « Ça va ?» a demandé Clarara, instinctivement, atteignant son poignet pour vérifier son pouls. Il a attrapé sa main. « Je vais bien. La dette est partie, Clarara. Vous êtes libre. » Clarara a regardé en arrière l'entrepôt en feu, puis la bague à son doigt. Elle a pensé à son petit appartement, aux factures en retard, à la peur constante. Puis elle a regardé Nikolai Vulov, le monstre de Seattle, l'homme qui avait protégé son corps avec le sien quand les balles avaient commencé à voler. « Non », a chuchoté Clarara, s'approchant de lui, entrelaçant ses doigts dans les siens. « Je ne suis pas libre, et cette bague n'est pas un mensonge. » Nikolai l'a fixé, ses yeux bleus cherchant dans les siens tout signe d'hésitation. Il n'en a trouvé aucun. « Vous brisez toutes les règles, petite infirmière, » a-t-il murmuré. « Seulement celles qui n'ont pas d'importance. » Il l'a tiré vers lui, son bras passant autour de sa taille, ignorant la protestation de sa propre chair déchirée. Il l'a embrassé fort et profondément, juste là sur les docks sous le regard attentif de son armée. Cela avait le goût de la fumée, du danger et d'un futur terrifiant de luminosité. Elle était entrée dans la fosse aux lions en victime, elle en sortait en reine, et que Dieu aide quiconque essaierait de toucher ce qui était à elle. Et c'est l'histoire de comment Clara Mitchell est passée de la noyade dans les dettes à la domination du monde souterrain de Seattle, aux côtés de l'homme que tout le monde craignait. C'est une histoire tordue qui prouve que la loyauté n'est pas une question de lignée. C'est une question de qui est prêt à saigner pour vous. Et parfois, l'endroit le plus sûr est dans les bras de l'homme le plus dangereux de la pièce. Si vous avez apprécié cette romance mafieuse, sombre et tordue, veuillez écraser ce bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Laissez un commentaire ci-dessous. Pensez-vous que Clara Hara a fait le bon choix à la fin? Et n'oubliez pas de vous abonner et de faire sonner la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire. Merci d'avoir regardé.